Allez, c'est parti pour le 10e jour de Covid Transition. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement, s'installe. Je ne sais pas si vous avez eu de la neige chez vous, mais aujourd'hui on est lundi et en métropole il y a eu de la neige. Un peu ce matin, tôt, en tout cas en Aquitaine, à Bordeaux. Et là on a de la pluie, c'est plus le grand soleil qu'on avait les derniers jours, ça a bien changé. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème. Allez, je vais envoyer un petit message pour chacun. Hop, puisse bien se connecter. Hop. Voilà, j'envoie un petit message. Comme ça, du coup, ça permet à chacun de mettre les commentaires parce que les autres fois, ça bloquait. Et à partir du moment où ça bloquait, j'arrivais pas à lire les commentaires. Donc, peut-être que le fait de mettre des commentaires au départ, ça permet en tout cas à ce que vous commentiez, mais je sais pas. C'est peut-être un problème de connexion. Comme je suis à l'extérieur, je vois pas tous les messages, mais j'en vois quelques-uns. Donc, voilà, si vous mettez des messages, au moins je pourrai les voir. Et donc aujourd'hui, c'est pareil, si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez aborder, et ben, vous pouvez le marquer en commentaire et du coup on les abordera. Voilà. Et sinon on va continuer sur la thématique d'hier, on va aller un peu plus loin sur la thématique d'hier. En même temps, j'aimerais bien avoir vos retours aussi, donc n'hésitez pas, même si vous regardez en replay, à mettre vos commentaires, comme ça je peux les lire le soir et voir un petit peu ce que vous souhaitez évoquer, travailler, mais aussi de voir un petit peu comment vous évoluez chaque jour. Est-ce que du coup ces lives vous permettent de vous poser des questions? Est-ce que vous faites vraiment ce travail-là? Est-ce que vous arrivez à vous poser ces questions, à aller un peu plus loin dans vos questionnements, dans vos compréhensions, dans vos perceptions? Est-ce que vous avez déjà réussi depuis le départ? Là, c'est la 10e vidéo qu'on fait aujourd'hui, à changer déjà un certain nombre de petites choses. Est-ce que ça a fait bouger des petites choses pour vous? Donc, vous pouvez le marquer en commentaire. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Salut Cédric, Fabrice, Louisa, Valérie, Christelle, bienvenue. Donc voilà, vous pouvez mettre des petits commentaires comme ça, je vois bien que les commentaires passent. Et en même temps, vous pouvez dire si jamais ça vous aide, si ça vous permet de faire avancer des choses pour vous. Et ensuite, s'il y a des choses qui bloquent ou sur lesquelles ça ne bouge pas, dites-le et comme ça, on va travailler ces sujets-là de manière plus précise. Voilà, plus élargie. Ok, je vous laisse quelques instants pour écrire ça et en même temps, du coup, on va ensuite attaquer un sujet qu'on complétera avec les sujets que vous aurez envie d'aborder au fur et à mesure, hein, pour poser vos questions. Le but, c'est que ce soit vraiment interactif. Et on va faire en sorte, au fur et à mesure du temps qui va avancer, je pense qu'on va se voir pendant un bon petit moment, puisque là, le confinement n'a pas l'air prêt de s'arrêter. Et voilà, je vais vous donner mon ressenti d'ailleurs un peu sur la situation et sur l'évolution de la situation, qui n'est qu'un ressenti, hein, bien entendu. Mais mon ressenti, c'est que on parle beaucoup là d'un changement finalement de monde, hein, qu'on est rentré dans une nouvelle ère déjà à partir de 2000. Ça a commencé déjà là, hein, on rentrait, c'était le changement d'une ère, on est rentré dans l'ère du Verseau, hein, une ère, je vous rappelle, c'est 2000 ans d'histoire. Donc c'est quand même pas neutre, hein, c'est pas 20 ans, c'est pas 50 ans, c'est pas 100 ans, c'est 2000 ans. Donc quand on rentre dans une nouvelle ère, eh ben, il y a du changement, il y a un changement climatique qui se fait, il y a un changement environnemental, il y a un changement humain, un changement énergétique, il y a un changement qui va se faire vraiment dans tous les domaines. Il y a des espèces qui s'arrêtent et il y aura de nouvelles espèces qui vont apparaître. Le climat évolue, il change. Et ce n'est pas ni la pollution ni ce que fait l'homme qui fait bouger le climat, mais c'est bien le changement d'air, le mouvement des planètes. On voit manifestement l'influence de la Lune sur les marées. J'habite au bord du bassin Arcachon et si vous voyez l'efficacité sur les marées, c'est juste incroyable, hein. Le bassin d'Arcachon est complètement vide, quasiment, hein, allez, on va
dire aux trois quarts, il est vide à marée basse. Et plus les coefficients sont gros et plus ils sont importants. Et moi, je suis vraiment né avec ces phénomènes-là, parce que j'ai toujours fait du surf. Je suis même allé surfer le Mascaret, fait du paddle sur le Mascaret, donc avec le phénomène de coefficient qu'on connaît bien, on a vraiment une sensibilité à la mer. Ici, voilà, pas forcément à l'océan lui-même, hein, mais à l'océan, oui, en termes de surf, mais vraiment au bassin, au coefficient des marées, aux phénomènes d'érosion qui sont vraiment très présents parce que plus les marées sont fortes et plus l'érosion est importante. Et ça nous donne vraiment une perspective de ce qui se passe au niveau des mouvements de l'eau et de la mer. Et alors je vois que j'ai des questions, hein, je vais les lire d'abord avant de perdre le fil. Comment penser à l'action quand on a peur du jugement et de la peur de se tromper? Ok Céline, c'est noté. Je vais revenir dessus. Comment faire comprendre à l'autre qu'il cristallise le négatif sans prendre en compte l'ensemble et notamment le positif? Ok, Cédric, bien sûr que ça fait bouger plein de choses, pas forcément de suite après, mais des pensées qui viennent quelques heures après ou le lendemain et des réponses qui arrivent clairement. Merci encore. Super Louisa. Et Valérie, oui, je suis plus à mon écoute et je me booste aussi. Je profite de l'instant présent pour méditer et vivre les événements en pleine conscience. Je prends le passage pour la 5D. Super Valérie. Voilà, effectivement, on parle de la 5e dimension. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Voilà, moi j'aime bien parler du changement d'air. Voilà, et le fait de basculer sur une nouvelle ère, ça va changer beaucoup de choses. Ça veut dire que nous, on a aussi une chance. Cette chance, c'est de vivre cette transition, même si une transition peut se faire avec difficulté, comme on le voit en ce moment. C'est pas une période facile et on n'est qu'au début des difficultés. C'est pas la fin ni dans 15 jours comme on peut le penser en se disant voilà, une fois qu'on aura passé le pic, ça sera ok, ça va aller mieux. Non, c'est pas aussi simple que ça. On est dans une transition, dans une nouvelle ère, on rentre et c'est pas juste un petit virus qui arrive, c'est une économie qui va s'effondrer. Donc il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place et qui vont faire bouger tous les rangs. Si là on reprenait le travail dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, si notre vie reprenait à la normale, ça n'aurait strictement rien changé. Et c'est pour ça que je vous dis que ça ne reviendra pas à la normale d'ici une semaine, 15 jours, mais bien au contraire, ça va s'accentuer, ça va s'approfondir. Les difficultés vont arriver pour les petites entreprises, pour les grosses. Et elles vont, au fur et à mesure qu'elles seront confrontées à leurs difficultés, se rebeller. Voilà. Donc à partir du moment où les gens seront touchés, ils vont se rebeller. Et le problème, c'est que comme tout le monde va finir par être touché, eh bien à un moment donné, il va y avoir une forme de rebellement qui va être un peu massif, comme une petite révolution, pour pas dire une grosse. Mais voilà, c'est un sentiment profond, hein, que je partage, que je ressens. Mais en tout cas, à voir, on verra comment ça évolue. Moi, je pense vraiment qu'il va se passer ça. Je pense que ça risque de durer plusieurs mois encore, avec des rechutes, avec des relances, jusqu'à ce qu'on arrive à faire ce qui sera nécessaire. Tant que ça ne sera pas fait, eh bien, ça va se renforcer et se relancer. C'est-à-dire que parfois, on aura l'impression de se dire « Ah, c'est fini, ça y est, on repart ». Et puis, non, c'est pas fini, ça va se relancer. Comme on peut voir en Chine, hein, en Chine, on s'est dit, ah ça y est, en Chine, super, ils ressortent travailler, ils mettent des masques, ils sont tous masques obligatoires, c'est reparti. Mais finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est pas si simple que ça. Oui, ils sont ressortis, oui, ils sont repartis travailler. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est aussi qu'il y a à nouveau le virus qui emmène une deuxième vague. C'est-à-dire que le changement n'est pas suffisant, il n'a pas été fait en profondeur, pas comme il faudrait, ils repartent comme avant, et du coup, eh bien, ça n'est pas suffisant. Donc, une deuxième vague arrive. Et dans la nôtre, notre économie, elle se sabote toute seule, hein, finalement, parce que à annoncer des choses qui ne seront pas à la hauteur du besoin réel, en fait, on a masqué un petit peu l'incendie, on a mis un couvercle sur l'incendie. Le couvercle, c'est un peu comme une cocotte minute. Et vous voyez la cocotte minute, quand vous avez mis le couvercle, on peut se dire « Oh, c'est bon, le feu est éteint ». Sauf qu'en fait, non, ça bouillonne à l'intérieur. Et plus on attend, plus ça va bouillonner. Et plus ça va bouillonner, et à un moment donné, le couvercle, soit on l'enlève, mais ça sera vraiment un volcan, soit il va voler en éclats. Donc ça dépendra de à quel point
on va être capable, je dis bien on, hein, parce qu'on ne va pas se décharger sur que le gouvernement, mais on va être capable de faire changer les choses. Voilà, donc eux, bien sûr, hein, parce qu'ils sont en tête de ligne, parce qu'ils prennent des décisions, et puis après, du coup, d'autres personnes, enfin, nous tous, hein, d'une manière générale, notre responsabilité à faire changer les choses. Et d'ailleurs, ça fait partie des questions qu'il faudra se poser à un moment donné, c'est quand on voit des gens qui interviennent au niveau politique ou qui sont euh, à fort pouvoir et qui sont capables de véhiculer des messages euh, plutôt erronés, plutôt intéressés, etc., et ben c'est à quel point on est capable de tolérer aujourd'hui leur présence sur ce genre de poste. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura une façon de communiquer le fait que ces gens-là, eh ben, il faut qu'ils partent dès le départ. Voilà, parce qu'on n'en voudra pas dans un prochain monde où on sera tourné vers autre chose, vers une autre façon de vivre, de ressentir, et on sera plus tourné vers un monde. Ça fait longtemps qu'on parle de la wellness industry, hein, de l'industrie du bien-être. On en parlait déjà dans les années 80, 95, 90, 2000. Voilà, on disait qu'à partir des années 2000, c'était vraiment l'industrie du bien-être qu'allait naître, qu'allait être une évidence, la wellness industry. Et puis en fait, oui, elle a grandi cette industrie du bien-être, mais pas autant qu'elle le devrait, pas autant qu'elle va le devenir là. Parce qu'avant, elle était uniquement dans les loisirs, le bien-être était dans les loisirs, il était aussi dans l'univers à la maison. Vous avez tous les magasins de bricolage qui ont fait fortune, les Leroy Merlin, les Castorama qui ont fait fortune parce que derrière, ils ont vendu énormément de matériaux aux particuliers qui ont refait eux-mêmes leur habitat, qui en ont fait des espaces cocooning. Donc voilà, donc le bien-être s'est retrouvé finalement dans un confort à la maison, il s'est retrouvé dans des centres de thalassothérapie, avec du massage, avec des soins énergétiques, avec tout type de soins, avec du coup un coach en développement personnel, un thérapeute, un praticien en hypnose, en PNL, un coach sportif, un abonnement à la salle de sport. Le fait de manger bio, le fait d'enlever des ingrédients qui ne soient pas bons pour la santé, etc. Donc on est vraiment porté et omnibulé de plus en plus vers le bien-être et ça va l'être de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va maintenant l'avoir dans le travail. On le sait, hein, ça fait un petit moment qu'on le sait, que des experts disent voilà, les jeunes ne veulent plus travailler s'il n'y a pas de sens à ce qu'ils font, de sens dans leur travail, dans leurs tâches. Ils veulent être là pour quelque chose, ils veulent agir, ils veulent avoir une importance dans ce qu'ils font, se sentir utile dans ce qu'ils font pour l'entreprise. Et on fait effondrer le système hiérarchique tel qu'il est, hein, avec le PDG ou le patron, ses directeurs, les responsables d'équipe ou responsables de centre, responsables d'équipe, et après les intervenants directs sur le terrain. Parce que, en fait, on s'est rendu compte aussi, hein, par expérience, et puis dans la vision d'une nouvelle entreprise à venir, que finalement, parfois c'est celui qui est sur le terrain qui a toutes les connaissances de ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne bien. Donc, dans la nouvelle entreprise, en tout cas celle que vous allez voir demain, qui va évoluer demain, que certaines ont déjà commencé à mettre en place, mais elles sont peu encore à l'avoir fait. Et c'est vraiment le travail de demain, c'est que les entreprises seront plus collaboratives au sein même de leur équipe. C'est-à-dire qu'il y aura un problème, et pour ce problème, dans l'entreprise, on verra qui va être en charge de la résolution de ce problème, qui sont les meilleures personnes en capacité de résoudre ce problème-là. Et ça peut très bien être, par exemple, le PDG de la boîte qui peut être là, présent à cette réunion. Donc ça fait un petit comité, une équipe de résolution de problèmes, avec le technicien qui, lui, est confronté à la réalité tous les jours et qui est confronté aux problèmes, donc qui a du recul, qui a de l'expérience là-dessus, donc qui va intervenir lui aussi, avec peut-être quelqu'un qui, suivant le problème que c'est, qui aura besoin d'un responsable à un autre niveau, etc. Et donc ils vont constituer une équipe, et cette équipe va grandir ensemble et dire voilà, eh bien on va faire une forme de comment dire, j'ai perdu le mot, hein, mais de brainstorming, pour voir un petit peu, ok, qu'est-ce qu'il y a tout autour de ce problème, comment on pourrait régler ça. Donc le technicien va apporter ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait.
Le PDG va lui dire, ben ok, du coup ça coûte combien, il va chiffrer un petit peu tous les moyens, et puis après en face, les autres équipes vont, en fonction de leur poste, agir. Mais c'est pas tout le monde qui sera convoqué, c'est juste une petite équipe, et c'est tous ceux qui peuvent potentiellement apporter quelque chose à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun aura une utilité. Et on va sortir finalement de cette hiérarchie telle qu'on la voyait, par ligne comme ça, mais ça sera plutôt en étoile. Voilà, et ça sera vraiment en étoile, c'est plutôt la société au milieu. Et en fait, chaque ligne, comme ça, va être dirigée vers des personnes. Voilà, que ce soit les salariés, tous les salariés de l'entreprise. Donc voilà, donc on va vraiment voir ça dans ces modèles économiques aussi, et puis après on verra beaucoup plus d'entreprises dans lesquelles les salariés seront associés de l'entreprise. Ça existe déjà dans les... j'ai mangé le nom là aussi. Ça va me revenir. Si vous avez le mot en tête. Vous savez, c'est les sociétés où justement tout le monde est actionnaire. Vous entrez, vous êtes salarié, vous avez des parts de l'entreprise qui va avec. Voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est l'entreprise qui existe un peu à monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et donc, chacun va s'impliquer dans l'entreprise parce qu'il se sent un peu propriétaire de cette entreprise. Donc, ça a du sens de la faire évoluer et c'est aussi du collectif, c'est ensemble. Mais pour réussir cette transition vers cette nouvelle ère et cette nouvelle ère du collectif, eh bien, ça n'est possible qu'à une condition, c'est la condition d'arriver à d'abord se libérer de soi et de tous les freins finalement que l'on pourra avoir avec soi-même, toutes les barrières, tous les filtres, tout ce qui va être très limitant au niveau personnel. À partir du moment où on arrive à s'accomplir, à devenir plus libre, on va être donc plus juste dans nos relations individuelles. Et à partir du moment où on est plus juste dans nos relations individuelles, eh bien, c'est beaucoup plus facile et productif de pouvoir rentrer dans le collectif. On pourra alors rentrer dans des relations collectives d'entreprise, de groupe, sans avoir besoin de satisfaire un ego, sans avoir besoin d'être valorisé par un poste, par une mission ou par quoi que ce soit. On va être plutôt œuvré dans un objectif commun et ça va être beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus fluide et donc plus épanouissant pour toutes les personnes qui vont travailler à l'intérieur. Ça ne peut se faire qu'à condition que chacun se libère de toutes ces souffrances, en tout cas de la majorité des souffrances qui emmènent à la comparaison, qui emmènent à l'individualisme, à l'égocentrisme, au besoin d'eux, à la quête de quelque chose. Voilà. Donc, tout ce qui est finalement besoin de réalisation doit être individuel et dans la façon de faire, de travailler, c'est-à-dire je mets mes qualités que je possède au service des autres et je ne cherche pas à exister à travers ça, c'est juste je fais ce que j'aime, je fais ce qui me plaît, je me réalise là-dedans et je sais que je sens que je suis utile là-dedans. Bien sûr, ça va prendre du temps à faire ça parce qu'on est, je vous ai dit, une nouvelle ère, c'est 2000 ans d'histoire, on est au tout début de cette nouvelle ère, donc ça va prendre des années pour se mettre en place. Là, ce qui va se passer cette année, on est dans l'année du changement, c'est toute l'année, ça va prendre. Le Covid-19, c'est toute cette année. On en a au moins jusqu'au mois d'octobre. Donc jusqu'au mois d'octobre, là, il y aura une autre transition. Ça sera différent à partir du mois d'octobre. Mais là, déjà, sur cette année, il va se passer un certain nombre de choses avec des étapes fortes qui vont toucher différents domaines. Là, on a vu, c'est les centres hospitaliers qui sont touchés en premier, ils sont en première ligne, ils sont sur le front. Ensuite, c'est les entreprises qui vont être touchées, les petites, les moyennes, puis les grandes. Voilà. Puis on le voit, c'est aussi les dentistes, de façon les libéraux, les dentistes, on leur interdit d'aller travailler sous peine de grosses sanctions. Et donc là, c'est pareil, on se retrouve avec des entreprises qui ont des dettes, des charges, et qui ne vont pas pouvoir venir à bout de ces charges-là, de ces dettes-là. Et finalement, l'État ne va pas payer ça non plus, il ne peut pas payer les charges de toutes les entreprises. D'ailleurs, ils ont mis une rémunération qui est juste minime, qui est, c'est du chômage partiel pour les salariés, et c'est 1500 € sous condition, là aussi pour les entreprises, d'avoir un certain nombre de critères remplis. Donc moins de 70% du chiffre par rapport à l'année dernière, c'est aussi un bilan comptable provisionnel, donc ça veut dire que tous les experts comptables vont être sous l'eau, là, à partir du 1er avril, puisque c'est à partir du 1er avril que ça va commencer, les déclarations, même si les gens ont déjà dû commencer
à demander à leur expert comptable. Hein. J'ai déjà eu le mien au téléphone et ils sont déjà sous l'eau depuis que ça a commencé. Et ça va continuer. Donc les experts comptables vont être sous l'eau, ils ne vont pas réussir à fournir les bilans provisionnels à tous leurs clients. C'est vraiment impossible pour eux de faire ça en un temps record. Tout ça pour qu'ils soient indemnisés 1 500 € et 2 000 de plus dans certaines conditions. Toutes celles qui n'ont plus d'1 million d'euros, ben pour l'instant il n'y a rien de prévu pour eux ou pas grand chose, donc ça va être encore plus compliqué pour elles aussi. Donc voilà, ça va. Et ça, voilà, si jamais ça durait juste 15 jours, bon c'est ok, ça va s'absorber, c'est difficile pour les entreprises, un petit plan de relance et c'est reparti. Mais malheureusement, ça risque de ne pas durer 15 jours. Si ça ne dure pas 15 jours, eh bien c'est là où le système économique va commencer à s'effondrer. De l'intérieur, et puis ensuite l'État qui va s'appuyer sur la Banque Centrale Européenne, du coup, eh bien, ne pourra plus s'appuyer sur la Banque Centrale Européenne parce qu'elle n'arrivera plus à fournir tout le monde. Hein. Il y aura peut-être des actions qui seront entreprises par la BCE dans un premier temps, mais qui ne vont pas durer dans le temps. Voilà, parce qu'elles ne sont pas tenables et c'est toute l'économie qui va s'effondrer. Il va donc falloir commencer à repenser une nouvelle économie, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de cotiser. Il va falloir revoir tout notre système. D'abord notre système économique, puis après du coup notre système de santé, et puis voilà, c'est notre système d'éducation. Enfin, c'est vraiment tous les systèmes qui vont du coup passer à la trappe, hein, finalement, ou plutôt qui vont être passés à la loupe, plutôt je dirais, hein, pour faire changer tout ça, évoluer tout ça. Ok, bon c'était juste un petit ressenti là pour démarrer, voilà, mais il n'est pas pessimiste en soi, hein. C'est des difficultés, mais des difficultés qui sont là pour un changement et c'est vraiment ce qu'il faut voir. L'idée c'est de ne pas vous affoler parce que vous n'êtes pas seul chez vous à quelque part vous retrouver dans cette situation-là, vous n'êtes pas seul non plus dans votre entreprise à vous retrouver dans cette situation-là. Dites-vous bien que c'est tout le monde pareil. Et que si vous plantez votre banque, votre entreprise, c'est pas vous qui la plantez, c'est tout un système qui va se planter lui-même. Donc, soyez pas inquiets pour ça. C'est des choses qui vont arriver, qui sont inévitables. Et en tout cas, inévitables parce que le changement... Hop, j'ajuste un peu la caméra. Parce que le changement qui est à faire est vraiment très, 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 très important, très conséquent. Donc, vu qu'il est conséquent, eh bien, c'est toute la chute d'un système. On en reparle d'ici un mois, déjà. Hein, je vous mets au défi, hein, du coup, ce live est enregistré. On en reparle déjà, même d'ici 15 jours, on pourra faire un petit point. Déjà, vous allez voir que ça va commencer à chauffer économiquement. Hein, les gens vont commencer à s'exciter un petit peu, financièrement, dans 15 jours. Voilà, donc vers le 15 avril, déjà, vous verrez. Et je vous dis 30 avril, déjà, là, ça va être bien chaud. Là. Ça va être bien chaud. Il est possible que, du coup, le gouvernement nous relaisse sortir d'ici fin avril, début mai, pour nous dire, allez, tout le monde au boulot, il faut sauver la faillite financière mondiale. Et malheureusement, ça ne suffira pas. Il y aura peut-être une relance du Covid qui va revenir. Enfin, il va y avoir d'autres complications qui vont ressurgir. Donc vous verrez, il y aura le petit couvercle qui a été mis, ça bouillonne. Peut-être que hop, il rouvrira un peu le couvercle fin avril, début mai, mais pas avant. Et ensuite, cela il parle de 15 avril, mais ça sera prolongé facile jusqu'à fin avril, début mai même. Et puis là, je pense qu'il y aura peut-être une autorisation de sortie pour sauver l'économie mondiale, en tout cas une tentative de sauvetage, mais sous condition. Voilà, les écoles seront toujours fermées, cinéma, tous les loisirs à grande envergure, plus de 100 personnes, même 50 personnes seront interdits toujours. Voilà, et après, il y aura du travail qui va commencer à se remettre en place. Mais quand on verra que le Covid ne passera toujours pas, eh bien, il y aura d'autres choses qui vont continuer. Allez, on attaque maintenant sur du coup les questions. Valérie, les gens commencent à changer les façons de penser. Ils vont avoir envie de se libérer de l'emprise et faire ce qui les inspire réellement. Il y aura des changements de travail, de nouvelles orientations. Exactement, Valérie. C'est vraiment le moment. Et puis, il va y avoir de nouvelles opportunités. C'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est une difficulté, mais à partir du moment où c'est une difficulté collective, ça n'est plus une difficulté. Une difficulté en est une que quand vous êtes isolé pour la vivre. À partir du moment où une difficulté n'est plus individuelle mais collective, qu'elle est partagée, eh bien elle n'est plus une difficulté, elle est une façon de vivre. Et donc si elle est une façon de vivre, ça veut dire que eh bien, ce sont les conditions de vie d'aujourd'hui. Et ça c'est très différent. Ce qui est difficile, c'est de se dire que les difficultés que l'on vit quand on est seul à les vivre, c'est de se dire que les autres ne les vivent pas.
vous voyez les gens qui ont des problèmes d'argent, ils se disent, bah oui, mais il y a des riches qui profitent, ils sont en bateau, ils sont ci, ils sont là, etc. Or là, tout le monde va être touché, les riches comme les pauvres. Les riches ne savent pas où mettre leur argent pour le protéger. La bourse n'est plus est trop volatile, en tout cas pour volatile et en tout cas avec des fortes pertes pour pouvoir du coup maintenir une sécurité. Les banques, c'est à elles qu'on demande aujourd'hui de faire des crédits pour les entreprises sans vraiment les avoir consultés, mais en tout cas c'est ce qu'on leur demande de faire en disant que ça va être garanti par d'autres, par BPI notamment. Donc là aussi ça va être compliqué, parce que du coup la banque, ben oui, mais si là les banques pour le coup risquent de faire faillite parce qu'elles sont protégées, assurées, renflouées, mais jusqu'à quand? Et à hauteur de combien? Et à partir du moment où ça va fermer les vannes, les banques commenceront à fermer les vannes aussi. Donc les riches ont aussi des vrais problèmes. Et les pauvres aussi. Voilà. Donc du coup tout le monde est concerné. Et si tout le monde est concerné, et bien du coup ça veut dire que c'est un problème collectif. Si c'est un problème collectif, il n'y a plus de problème. D'accord? Ce sont les conditions de vie qui changent et on va donc créer un nouveau monde. Valérie, tu es visionnaire, moi c'est un dialogue avec tes guides. Non, je fais pas de dialogue avec mes guides, mais j'aime bien ressentir les choses. Voilà, on verra. On en reparlera dans un mois et à ce moment-là on dira si jamais ça évolue comme ça, dans un mois et dans 6 mois. Ensuite, d'ailleurs pour ceux qui regardent cette vidéo, si jamais vous avez le Covid-19, je vous invite à essayer le thym, des infusions de thym ou de bruyère pendant 10 jours d'affilée et jusqu'à 8 infusions de thym par jour. C'est beaucoup, hein, thym, bruyère, 8 infusions par jour pendant 10 jours d'affilée. Parce que en fait, dans le thym et le bruyère, vous avez tout ce qu'il faut pour lutter contre la bactérie en elle-même, contre le Covid, pour l'éliminer complètement. Par contre, il faut un certain dosage qui est quand même assez conséquent en termes de tisane, enfin d'infusion. C'est 8 par jour et c'est pendant 10 jours. Et à partir du moment où vous faites ça, eh bien vous verrez, c'est vous qui me direz, du coup vous faites un petit retour par message, mais vous verrez, il n'y aura plus rien. Donc ce sont des plantes simples, heureusement. La nature prévoit tout, elle prévoit les problèmes et elle prévoit les solutions. Le yin et le yang, automatiquement. Et ça coûte pas très cher, hein. Je pense que vous achetez des boîtes d'infusion au thym, ça va pas vous coûter très cher et en plus vous allez pouvoir faire ça à la maison. Vous allez juste passer votre temps à aller aux toilettes, mais sinon à part ça, il y a pire comme conséquence. Donc, du coup, je reviens sur les questions de Céline. Céline, hop, je vais reprendre la question du début qui était intéressante, Céline. Tac, 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 fait référence un peu à ce qu'on a évoqué hier. Alors, où est-ce qu'il est ton message, Céline? Je bois du thym depuis longtemps. Bah super. Je vois plus ton message, Céline. Ah, il a disparu. Bon. Ok, tu peux le repréciser, Céline, si tu veux bien. Sinon, c'est pas grave. Je m'en souviens à peu près. Donc, ton message, c'était de dire, ok, comment faire pour sortir finalement de la peur. Hop, ok. Donc, pour sortir de la peur et pour pouvoir agir sans avoir peur d'être... c'était quoi ta phrase exacte, hein, Céline? Si tu peux bien me la remettre, je veux bien. Comme ça, je ne vais pas déformer. Mais on est encore un peu sur la peur, finalement, de ne plus être aimé des autres. Et finalement, ou du regard des autres. Donc, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, parce qu'on l'a bien évoqué hier, mais l'idée principale qu'il faut garder en tête, c'est la libération, et vraiment la clé de la libération pour ça, c'est le fait d'apprendre à s'aimer totalement soi-même. S'aimer, c'est-à-dire arrêter de regarder dehors et regarder dedans. C'est comme si je fermais les yeux et je regardais mon corps, mon être de l'intérieur. Et à partir du moment où je regarde à l'intérieur, je dois regarder toutes les parties de moi. Parce que souvent, j'ai des gens qui me disent « Ouais, je m'aime bien quand même, c'est pas mal. » Oui, tu aimes bien certaines choses chez toi, mais est-ce que tu aimes tout chez toi? Est-ce que tu arrives plutôt à tout aimer? Aimer tout chez soi, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut dire qu'on doit arriver à apprécier chaque chose. Si vous mangez une plaquette de chocolat, par exemple, eh bien, il y aura toujours un meilleur chocolat, il y aura toujours un chocolat qui pourra être meilleur que les autres. Donc vous pouvez toujours manger le chocolat en disant « Ouais, il est toujours pas terrible », en ayant toujours en tête un niveau de référence qui soit plus élevé.
en vous disant il doit y avoir ça. Mais en fait, l'objectif, c'est pas ça, c'est pas d'avoir un niveau d'exigence élevé sur l'expérience que vous allez vivre, c'est d'arriver à vivre l'expérience telle qu'elle est, sans attendre. En fait, la pire des difficultés, c'est l'attente. À partir du moment où vous êtes dans l'attente, eh bien, c'est là où la déception arrive. Donc, libérez-vous de l'attente et soyez juste dans l'instant, dans le moment, dans l'expérience, sans attendre qu'elle soit différente que celle que vous êtes en train de la vivre. À partir du moment où vous la comparez, vous n'êtes plus en train de la vivre. Donc, du coup, laissez-vous totalement vivre l'expérience sans avoir d'attente, sans avoir de repères, sans avoir de critique ou de jugement sur ce que vous êtes en train de la faire. Voilà, hop, Isabelle qui met sa question et qui est la même que celle de Céline tout à l'heure. J'ai une question, comment passer à l'action quand on a peur de jugement et peur de se tromper? Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où vous travaillez sur cette capacité à vivre dans l'instant présent sans être automatiquement dans l'attente d'un résultat, dans l'attente que ce soit d'une certaine façon, eh bien, vous allez vivre sans être déçu. Voilà. J'insiste bien, l'attente, c'est la déception. D'accord? L'attente, c'est la souffrance. À partir du moment où vous êtes dans l'attente de quelque chose, eh bien, vous vous donnez la possibilité de souffrir. Vous vous donnez la possibilité, finalement, d'être déçu. Alors que, finalement, le bonheur se retrouve dans votre capacité à apprécier les choses et à apprécier les gens aussi avec lesquels vous vivez. Donc si vous apprenez à apprécier les gens avec lesquels vous vivez, et vous n'êtes plus dans l'attente qu'ils changent, qu'ils soient différents, ou qu'ils vous donnent plus, non, vous serez juste dans je les apprécie tels qu'ils sont, et point barre. Et ils sont comme ça. Après, vous pouvez identifier et isoler le fait que vous aimeriez vivre autre chose. Ça, c'est encore un autre problème. Mais ça n'est pas le problème de l'autre. Et ce n'est pas être dans l'attente, c'est pas être une bonne solution que d'être dans l'attente et de se dire ben ouais, mais j'aimerais que l'autre change. D'ailleurs, ça rejoint un peu la question de Cédric tout à l'heure. Comment faire pour faire comprendre à l'autre? Ça, c'est ce qu'il démarre. Déjà, hop, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Faire comprendre à l'autre, c'est vouloir changer l'autre. Et non, l'autre changera s'il a envie de changer. Et s'il n'a pas envie de changer, c'est son droit. Et donc, ça veut dire que vous devez accepter finalement que l'autre va vivre à sa façon, il va penser à sa façon, il va réagir à sa façon, mais que ça lui appartient. Et vu que ça lui appartient, c'est sa liberté en fait. Et vouloir changer l'autre, c'est le priver de sa liberté. J'ai 2 enfants, un qui a 3 ans, bientôt 4 ans en juin, et puis une petite fille qui a eu 1 an le 24 mars. Eh bien, nos enfants ne nous appartiennent pas. Mais ça, c'est souvent, les parents ont l'impression que leurs enfants leur appartiennent, c'est à eux. Donc non, les enfants ne vous appartiennent pas, vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils ne sont pas votre propriété. Vous avez juste une responsabilité et quelque part une obligation vis-à-vis de vos enfants, mais pour le coup, vous n'avez pas un droit sur eux, pas un droit de faire ce que vous voulez avec eux. Non, ce sont des êtres à part entière qui ont une liberté. Vous allez leur transmettre un cadre, vous allez leur transmettre des règles, vous allez leur transmettre finalement des valeurs. Oui, bien sûr, mais ce sont des transmissions. Et les transmissions, n'oubliez pas une chose, c'est que dans la transmission, il y a des filtres. Et l'enfant prendra ce qu'il veut, automatiquement. Donc, à partir du moment où l'enfant prend ce qu'il veut, là aussi, il va falloir qu'il ait le choix de vivre sa vie, de faire ce qu'il a envie, ce qu'il sent au fond de lui, et il a le droit d'avoir des ressentis. C'est le problème qu'on avait dans les générations d'avant, et vraiment le changement d'air va dans ce sens-là, c'est le travail qu'il faut faire, c'est apprendre à se réaliser. Et c'est peut-être plus dur pour les adultes que nous sommes aujourd'hui, et plus âgés encore, de se dire, ben voilà, ouais, mais il faut tout remettre en question, c'est un changement de paradigme, il va falloir ressentir là, et en fonction de ce que je ressens, je vais agir en conséquence, je vais faire ce que j'aime, le métier que j'aime, etc. Et oui, mais c'est pas dans mon éducation, mes parents n'ont pas appris ça, mes grands-parents non plus, dans notre famille on fait pas ça. Et oui, mais dans notre famille, c'était dans une ancienne ère, c'était l'ère d'avant, la fin de 2000 ans d'histoire. Voilà, ça s'est terminé.
avec des guerres, avec des privations, pour justement faire exploser ce besoin de liberté. Et puis, hop, on est rentré dans les baby-boomers, et puis maintenant le papy-boom, on voit, hein, ils en profitent à fond, c'est super, mais le papy-boom a aussi, du coup, ils ont reçu beaucoup hein, en termes de liberté, ils ont eu beaucoup de choses, mais ils ont étouffé toute une économie, tout un système qui a été basé sur une reconstruction et qui du coup n'est plus viable aujourd'hui, hein, puisqu'on ne peut pas en permanence reconstruire, sinon il faudrait une guerre hein, comme actuellement, pour tout faire s'effondrer et dire eh bien on veut de la croissance, super, si on vit que par la croissance, et ben d'accord, très bien, ben, on va tout faire s'effondrer d'un coup, hop, et puis ensuite maintenant en repartant de zéro, on va pouvoir parler à nouveau croissance. Voilà. Donc là aussi, il y a un changement qui est important. D'ailleurs, j'ai toujours dit, les jeunes, à un moment donné, vont se rebeller de se dire qu'ils vont travailler toute leur vie pour ne pas avoir de retraite. Et pour payer, finalement, tous ceux qui ont bénéficié pendant des années de la croissance de l'immobilier, du plein emploi, qui ont bénéficié des retraites calculées sur les dernières années de vie, enfin de cotisation. Voilà, mais vous les jeunes, vous payez un immobilier super cher, vous allez faire des études et vous endetter pour ça, vous allez avoir un petit salaire au départ, et surtout, en fait, vous n'aurez pas de retraite à la fin. Voilà. Donc là, ça va faire un peu beaucoup, ça faisait un peu beaucoup déjà, mais automatiquement, ça aussi, ça ne pouvait pas durer. Donc c'est quelque chose qui va sauter. J'en reviens aux enfants, parce que c'est de là que je suis parti, mais les enfants ont cette liberté-là. Et donc, finalement, comprendre qu'ils ont cette liberté, c'est super important parce qu'il va falloir, dès l'adolescence, déjà les aider à aller dans leur sens, mais pas les laisser totalement livrés à eux-mêmes. C'est comprendre ce qu'ils veulent, c'est les écouter, et c'est aussi leur dire, voilà, je comprends ce que tu dis, je te dis juste mon ressenti, je te dis juste les difficultés qu'il pourrait y avoir, ou ce qu'il faudra travailler peut-être, ou voilà, à toi de trouver les solutions que moi je ne connais pas en tant que parent, et je ne vais pas, à travers mes peurs, te limiter dans tes choix de vie, parce que je ne sais pas quelle est ta vocation, et ta vocation sera certainement différente de celle que moi je pensais, ou de celle que j'aurais espérée pour toi. Parce que au départ, les parents se disent, voilà, ce que je veux pour mes enfants, c'est qu'ils soient heureux. C'est donc le bonheur. Hein, c'est ce que l'on souhaite à toute personne, c'est d'être heureux. Sauf que le bonheur va être défini par des conditions. Si je vous demande à chacun d'entre vous, le bonheur, c'est quoi pour vous? Systématiquement, quand je pose cette question dans mes formations, dans les conférences, les gens me répondent, ben, c'est la sécurité, c'est la santé pour certains. D'autres vont me dire, ben, c'est la joie, d'autres vont dire bah, c'est l'humour, d'autres vont dire c'est l'amour, etc. Pourtant, j'ai parlé du même mot, c'est le bonheur. D'accord? Mais quand je dis vous voyez le bonheur, les gens vont me dire oui, je vois. Mais non, vous ne voyez pas. Parce que pour moi, le bonheur, c'est la liberté. Et donc, quand on parle de liberté, et que pour l'autre, c'est la santé, parce qu'il a des problèmes de santé, il se dit si j'étais en pleine santé, je serais heureux. L'autre qui a des problèmes d'argent, il dit oui, mais si j'avais de l'argent, je serais heureux. Donc, il va jouer à l'euro-million toutes les semaines pour se dire hey, là, j'ai un moment de bonheur, j'ai l'espoir, et l'espoir fait vivre, comme on dit. Hein, donc c'est peut-être demain je serai multimillionnaire grâce à ce ticket à 2,50 €. Voilà. Et puis ainsi de suite. Et d'autres la sécurité. Mais si on va plus loin, la sécurité c'est encore pareil. C'est quoi? C'est la sécurité financière, c'est la sécurité affective, c'est la sécurité physique, c'est la sécurité de moyens, c'est la sécurité de mouvement. C'est tellement vague. Voilà. Et ça c'est ce qu'on découvre aussi un peu à travers la PNL, c'est dans la communication PNL, c'est que la première chose que l'on comprend, c'est d'abord que l'on ne se comprend pas. Et si vous comprenez ça, eh bien, vous allez aller plus loin dans votre communication, dans la compréhension de votre communication. C'est arrêter d'interpréter ce que l'autre va dire, mais c'est vraiment poser des questions, s'intéresser vraiment à l'autre sur ce que ça signifie et à quel point c'est important pour l'autre. Mais j'en reviens à cette liberté-là, celle des enfants. Donc cette liberté, elle est pour les enfants, mais elle est aussi pour les adultes avec lesquels vous vivez. Elle est aussi pour les gens de votre famille et aussi vos amis. Donc les aimer, c'est respecter qui ils sont, c'est respecter leur volonté d'être ce qu'ils sont, et respecter leur façon de voir les situations. Et voilà, et si ça ne vous convient pas, eh bien il faut partir. Voilà. Est-ce qu'après ce sont des grandes choses à changer ou est-ce que ce sont des petites choses? On ne part pas pour des petites choses, parfois il y a du réglage, il y a du détail.
en faisant évoluer certaines choses pour soi, eh bien, on apprend à s'adapter. Mais par contre, quand ce sont des piliers fondamentaux qui ne vont pas dans la relation, eh bien, à ce moment-là, c'est qu'il faut changer, évoluer. Voilà. Et donc, si pour arriver à faire que ça fonctionne, il faut se mentir à soi-même, il faut ne pas se respecter, il faut être dans une dynamique dans laquelle on ne se sent pas bien, ça n'est pas une bonne solution pour la relation. Il vaut mieux à ce moment-là, quitter cette relation pour trouver une relation dans laquelle on va pouvoir être nous-mêmes, totalement épanouis. Et trouver une personne qui va vous aimer tel que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, c'est quand même ce qu'il y a de plus fluide. Ce n'était pas autorisé avant, dans les générations d'avant. Non, tu as un mari, une femme, c'est pour toute la vie. Tu as un métier, c'est pour toute la vie. Et maintenant, non. Maintenant, c'est l'ère du Verseau. Donc, c'est le travail sur soi, la découverte de soi. Et c'est vraiment, je me réalise. Réalisation de soi. À partir du moment où on se réalise, alors c'est OK. Donc, réalisation de soi. Et l'objectif donc passe par cette phase-là. L'évolution du Verseau, c'est ça. C'est vraiment, on va travailler sur soi pour... Donc il va y avoir forcément des gros problèmes, parce que ceux qui vont commencer à se faire un focus sur eux vont être dans l'excès du focus sur eux. Et il va falloir que ça redescende. C'est normal, il y a des gens qui font les extrêmes. Ils sont très en bas, puis après ils sont très en haut. Et puis après, ils arrivent à trouver le juste milieu. C'est normal. Donc ça va faire ça. Ça va faire vraiment des sinusoïdales comme ça. Et petit à petit, la sinusoïdale va être de plus en plus courte et va se lisser. Jusqu'à ce que dans quelques générations, on sera vraiment dans des gens qui vont être beaucoup plus lisses les uns avec les autres. Ça sera plus facile, ça sera plus fluide et ça sera plus libre. Voilà, beaucoup plus juste, des relations plus justes. Donc, alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Isabelle, j'ai une question. Comment passer à l'action quand on a... ça, j'en ai parlé. Ok, la seule personne qui on peut avoir une influence, c'est nous-mêmes, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que personne n'a le pouvoir de générer une émotion chez vous. Personne. Réfléchissez bien, mais personne n'a le pouvoir de générer une émotion chez vous. Alors vous allez me dire si un tel ou si un tel. Oui, pourquoi? Parce que dans votre tête, vous lui avez donné le pouvoir. Parce que dans votre tête, vous avez attribué de l'importance à cette personne-là. Parce que dans votre tête, vous avez considéré que ce qu'elle pouvait penser de vous est plus important que ce que vous pensez de vous. Vous valorisez davantage ce qu'elle pense de vous que ce que vous pensez de vous-même. Donc la liberté, ça répond encore à Isabelle et à Céline, la liberté, c'est de donner du pouvoir à ce que vous pensez de vous-même et de votre vie. D'accord? S'il y a 100 personnes qui vous regardent vivre et qui regardent ce que vous faites, les 100 ne seront pas d'accord. Ils n'ont pas la même histoire, ni la même expérience, ni le même cadre de référence. Donc ils vont avoir un œil qui sera très différent pour vous. Voilà. Donc du coup, prenez le temps vraiment de le faire. C'est hyper important. Je l'ai dit peut-être trop rapidement, j'insiste dessus. Prenez ce temps de vous regarder de l'intérieur, d'apprécier ce que vous faites, de reconnaître ce que vous faites, de reconnaître vos qualités et ne laissez personne vous dire que vous ne les avez pas. Ils sont qui pour dire ça? Ils sont personne. D'accord? C'est à l'intérieur que ça se gère. Vous êtes une entreprise à vous tout seul. Donc, gérez votre entreprise, managez-la. Et n'attendez pas que ce soit des consultants extérieurs qui viennent vous dire ce qu'il faut faire. Vous avez toutes les ressources en vous. Fabrice a mis un petit message. Comment faire au mieux pour aider les personnes qui voudraient changer, mais étant en borderline actuellement, ne savent pas si et comment changer. Ok. Pareil Fabrice, je pense que l'une des clés là, du coup, sujet que j'aborderai là cette semaine, je vais l'aborder, je ne sais pas quand. Je sais qu'en message privé, j'en ai parlé déjà à certains d'entre vous. Mais, et Fabrice, tu le sais aussi, il y a la notion du recentrage qui est importante. Voilà, le fait de se recentrer. Et plus que tout, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est vraiment sur cette relation avec soi-même. Et je vous en parlerai dans la semaine, comment, du coup, améliorer cette relation avec soi-même, quels exercices on peut faire pour ça. Comment on va faire pour vraiment arriver à s'intégrer et s'incarner. D'accord? C'est vraiment un problème d'incarnation là. Mais on n'est pas dans le mysticisme, on est dans le réalisme. C'est-à-dire que l'incarnation, c'est un mot qui paraît juste théorique. Quand on parle d'incarnation, ah oui, c'est théorique, c'est sur la réincarnation, c'est sur
oui, oui, il paraît qu'on s'incarnerait plusieurs vies, etc. Non, non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'incarner votre corps, votre chair et votre vie. Votre esprit est là, présent, mais il a cette possibilité d'être volatile. Il peut être volatile, il peut bouger, il peut être en mouvement. Et si ça ne lui plaît pas, il va être beaucoup plus en mouvement et il va s'éloigner davantage. Donc, ce qui est important, c'est de reprendre conscience de ça et c'est de s'incarner dans la chair. Et quand on s'incarne dans la chair et qu'on est présent dans ce corps, on est le seul pilote à bord. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire et qui est vraiment la priorité. Et peut-être 40% de la population mondiale doit faire ce travail-là de s'incarner dans la chair parce qu'ils ont un esprit trop volatile. Donc, je vous donnerai des clés quand même là-dessus. Pour ceux qui vont se former à la Global Human Therapy, la GHT, c'est un petit cadeau d'avance déjà que vous aurez là sur les lives. Et c'est ce que vous allez apprendre à faire, vous, et vérifier aussi à l'antenne de l'Échère. Vraiment le travail qu'on va faire à l'antenne de l'Échère, d'apprendre à utiliser cet outil que je vous présenterai à ce moment-là, va vous permettre de vérifier à quel point l'esprit d'une personne peut être volatile et à quel point il n'est pas incarné dans la chair. Donc voilà, ça c'est vraiment scientifique. Il faudra du temps pour que la médecine accueille ça, mais je travaille beaucoup sur un nouveau modèle de conscience et que je vais détailler, que je vais écrire, et sur lequel je mettrai toutes les étapes du modèle de conscience. Voilà, et de comment on va pouvoir le vérifier par l'expérience, par l'expérimentation d'une conscience volatile et qui s'incarne dans la chair, et qu'est-ce que ça change quand elle s'incarne dans la chair. Voilà, et là on voit la différence, c'est flagrant et ça fonctionne d'une manière vraiment incroyable. Et moi j'adore faire ça. Là j'ai acheté la Global Human Therapy, vraiment cette pratique-là, elle est juste extraordinaire pour moi parce que ce qui était mysticisme avant devient réalisme aujourd'hui. Voilà. Et donc arrêtez de vivre dans le mystique et rentrer dans le monde réel. Arrêtez de vivre dans... qu'est-ce que je pourrais dire ? Avec des œillères et rentrer dans le réalisme. Ça, c'est plutôt pour ceux qui ne croient en rien. Pas les cartésiens, parce que les cartésiens croient ce qu'ils voient et on peut voir beaucoup de choses. Donc, à partir du moment où on peut voir beaucoup de choses, eh bien, on est ouvert au changement. Je pense plutôt à ceux qui ne sont pas ouverts au changement, qui se disent « ouais, je croirais Kant », mais qui, au final, non, ne croiront pas parce qu'ils cherchent toujours des systèmes, des situations, des perceptions qui vont les rassurer dans un schéma. Voilà. Non, le réalisme, c'est du concret. Voilà, incarner la chair, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental chez l'être humain, qu'il faut faire, et ça se fait à travers des compréhensions de soi et une relation avec soi-même. D'accord ? C'est quand même bizarre, non ? Vous ne trouvez pas, de pouvoir être là dans cette vie, de s'incarner dans cette vie, et de se dire qu'à aucun moment, vous n'allez vous occuper de vous, vous n'allez prendre conscience de vous. Tout est tourné vers l'extérieur, ça ne vous dérange pas ? Même quand on parle de vivre en pleine conscience, on parle souvent en pleine conscience de l'extérieur, de ce que vous êtes en train de faire. Mais vous n'êtes pas à l'extérieur, il faut vous prendre en compte. Et incarner la chair, c'est prendre en compte l'autre à l'intérieur de vous. En numérologie, la case 7, c'est la spiritualité. La spiritualité, il y a quelques années, j'avais eu une numérologue qui m'avait fait un thème. Elle m'avait dit « Ah, vous, en fait, vous allez voir, il y a un problème de confiance en soi. Et ah oui, là, vous verrez, il y a un gros problème, etc. » Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit « Non, vraiment, je vois pas, je pense que vous devez vous tromper parce que depuis que je suis gamin, j'ai beaucoup fait de sport, j'ai toujours été très souvent parmi les meilleurs, j'ai une très grosse force de progression. J'ai investi dans l'immobilier dès que j'ai commencé à travailler, j'ai créé mon entreprise très jeune, j'avais 27 ans, une première entreprise, puis 2, puis 3 en quelques années. J'ai toujours vu grand, j'ai toujours fait les choses sans filer, en comptant que sur moi-même. Vraiment, je pense que là, vous devez vous tromper. Quand j'entreprends quelque chose, j'ai pas peur de quoi que ce soit. Et puis un jour, j'ai vu une autre numérologue et je lui ai parlé de ça. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Voilà, et elle m'a dit non,
Elle me dit, la confiance en soi, c'est la foi en soi. Et là, c'est pas pareil. La foi en soi. D'accord? Parce que c'est la foi en un être spirituel à l'intérieur. C'est à quel point, effectivement, mentalement, j'étais très fort et je suis encore très fort pour faire des choses, accomplir, démarrer des projets. Voilà, relever, dépasser mes peurs. Mentalement, ça, je vais le faire. Mais à quel point j'ai confiance en mon esprit pour faire les choses, pour vivre les expériences, pour être lui à lui tout seul et non pas être juste dans le mental, mais être l'être en lui-même. Voilà, et donc il m'a fallu du temps, il m'a fallu des expériences, il m'a fallu des claques pour pouvoir arriver à me dire non, il faut que tu travailles ça. Et maintenant je l'ai fait, maintenant rien n'est acquis, rien n'est définitif, c'est juste au début, j'en suis au début de cette foi. La foi, je pense que c'est un vrai travail, c'est un travail peut-être, mais c'est un travail qui est conséquent et qui se voit dans tous les domaines. C'est pas juste dans un domaine, allez, je me mets à méditer, j'ai foi en moi. Non, c'est pas ça, avoir foi. Avoir foi, c'est avoir foi en soi. Et si on a foi en soi, c'est cette partie divine à l'intérieur de nous, de notre esprit, qui est en lien avec ce qui est de plus grand. D'accord? On s'incarne dans chaque créature que l'on crée. Voilà, c'est comme ça que perçoit finalement cette puissance supérieure, c'est de se dire, voilà, je crée des créatures qui vont... Et du coup, je vais m'incarner dans chacune d'entre elles. Pourquoi? C'est une façon d'extérioriser la conscience pour mieux se percevoir. Imaginez si vous pouvez être dans le regard de l'autre pour mieux savoir qui vous étiez. Voilà, qui vous êtes. Vous avez la possibilité d'avoir 10 amis devant vous, et là, hop, vous pouvez transposer votre conscience chez eux, chez ces 10 personnes, pour voir comment elles vous voient. Voilà, et ça vous donne plus d'informations, au final, en regroupant toutes ces informations sur qui vous êtes. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Sauf que du coup, votre mental doit lâcher prise et vous devez arriver à prendre conscience de ça et à travailler cette foi en soi. Là. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. Fabrice, du coup, ça répond à ta question aussi. Hein. Mais cette foi-là, il faut la travailler, ce qui va permettre de s'incarner dans la chair. Du coup, c'est vraiment de travailler cette foi. Donc Christine dit, c'est un peu lâcher prise, non? Oui, mais lâcher prise, c'est un mot qui aujourd'hui est tellement galvaudé dans tous les sens que du coup, on ne sait plus ce que ça signifie vraiment. Lâcher quoi? Parce que pour lâcher prise, il faudrait déjà concevoir qu'il y ait une prise. Donc, quelle est cette prise? Et comment lâcher quelque chose que tu n'as pas l'impression de tenir? Tu comprends? Elle est là, la grande difficulté. C'est que le contrôlant devient un contrôlant inconscient, naturel. Donc, du coup, il ne peut pas lâcher prise. C'est facile de dire lâcher prise, mais c'est de la théorie. Dans la pratique, ça n'est pas possible de lâcher prise. Voilà. Dans la pratique, ça n'est pas lâcher prise, mais c'est s'attacher à autre chose. Voilà. Pour lâcher quelque chose, il faut s'attacher à autre chose. Donc, pour lâcher ça, il faut s'attacher à cette foi en soi. Il faut aller au fond de soi, se découvrir et porter cette conscience-là à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, automatiquement, ça lâche prise. Mais ce n'est pas une volonté. On ne peut pas lâcher prise. On peut lâcher prise sur des phénomènes de vie. Allez, par exemple, je suis toujours en train de surveiller telle et telle chose. Je vais arrêter de le faire, je lâche prise là-dessus. Mais d'un point de vue spirituel, c'est plus profond que ça. C'est vraiment dans le fait d'aller dans la profondeur de son être, voilà, de son âme, et du coup de pouvoir vivre cet intérieur-là. Et cet intérieur-là va faire que du coup, on n'a plus besoin d'être accroché à l'extérieur à quoi que ce soit. Cédric dit être dans une forme d'observation objective et de détachement. Oui et non. Oui, on a beaucoup cru que le détachement... faire confiance, dit Christine, bien sûr faire confiance. Et oui, mais en fait, la confiance, elle est innée quand il y a la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est vraiment la confiance. Voilà, c'est pour ça quand on dit la confiance en soi et la foi en soi, je pense que c'est plus juste comme mot. Voilà, c'est lié, confiance et foi, mais la foi est plus forte. Et la foi présuppose, du coup, qu'elle est attachée à quelque chose de plus spirituel à l'intérieur de soi. Alors que la confiance, non, la confiance, elle peut être mentale. On peut avoir confiance en une idée, en quelque chose que l'on fait, en nos capacités, mais avoir foi, c'est plus fort encore. La foi, ça va être aussi dans le fait qu'on peut vivre des difficultés. Là, on rentre dans une nouvelle ère avec des difficultés. Moi, je démarre ce live en vous annonçant le fait que ça va être un chaos technique pour notre économie française et puis mondiale. Hein. Mais finalement,
Je suis super à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que même si j'ai une entreprise aujourd'hui et qui automatiquement va vivre des difficultés comme tout le monde, comme tous les autres, eh bien j'ai foi en ce qui se passe, j'ai foi en ce changement d'air. Et à partir du moment où j'ai foi en ça, eh bien je sais que c'est ok et que ça va le faire. Voilà. Donc je sais que tout ce qui va se faire va être juste. Et ce qui va être juste sera juste par rapport à ce que j'aurai fait. Donc bien sûr, il y a plusieurs choses qu'il faudra prendre en compte. Je vais revenir là-dessus. Relancez-moi sur la justesse tout à l'heure, parce que c'est super important. Donc, puis il y avait des questions. Hop, voilà. Je propose tous les jours, dit Fabrice. Certains amis acceptent, mais beaucoup entendent, mais hésitent fortement car ils ressentent encore dans l'ancien monde. Et ouais, c'est normal, Fabrice. Ils s'accrochent à ce qu'on connaît déjà. L'inconnu fait peur. C'est comme si tu leur disais, vas-y, saute dans le vide. Et ouais, mais pour quelle raison je vais sauter dans le vide? Ouais, fais confiance, mais enfin, de là à sauter dans le vide, c'est une sacrée confiance qu'il faut avoir. Donc on peut pas leur en vouloir, leur dire c'est ok, vas-y prudemment. Ok, tu as le droit de rester un peu là-dedans, mais commence quand même à mettre un pied devant aussi. D'accord? Tiens la barre, mais mets un pied devant. D'accord? Comme ça, quand tu le sens, tu lâcheras la barre. Mais il ne faut pas les forcer à lâcher la barre. C'est comme ça qu'ils vont plutôt s'accrocher parce qu'ils auront peur d'être forcés. Patricia, nous sommes notre propre prison, la prison mentale. Faut-il tuer l'ego ou l'apprivoiser? Ah, ça a été la grande question de ces 10-20 dernières années. Non, il ne faut certainement pas tuer l'ego. Pour moi, c'est à 50-50. C'est-à-dire que pendant un temps, on a dit voilà, il faut tuer l'ego. Hein. Moi-même, j'ai lu un livre de Mathieu Ricard quand j'avais 20 ans qui m'a induit en erreur parce qu'effectivement, il parlait il m'a induit en erreur, c'est-à-dire je pense l'avoir mal interprété à l'époque, hein, quand j'avais 20 ans. J'ai dû mal le comprendre. C'était Le Moine et le philosophe où il parlait avec son père. Et effectivement, il parlait de l'attente déjà, hein, de l'attente qui emmenait à la souffrance. De l'attachement. Il parlait de l'attachement qui emmenait à la souffrance. Et d'un côté, effectivement, quand on entend ça, on se dit ouais, il ne faut pas s'attacher. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que notre attachement aux choses, même si ça peut provoquer de la souffrance, eh bien, du coup, notre attachement aux choses, c'est aussi notre humanité. Et la souffrance, et même les émotions que l'on va vivre, c'est notre humanité. Et en fait, à cette époque-là, moi, je suis allé dans le détachement des choses. J'ai vraiment travaillé ça. Parce que j'étais très accroché à mon ego, j'étais un jeune homme jaloux, etc. Et puis, en fait, j'ai travaillé sur moi là-dessus. Et je suis allé très loin dans le détachement, si bien qu'à un moment donné, je me suis perdu. Et la peur la plus profonde que j'avais, c'était de ne pas arriver à retrouver l'enfant que j'étais. Insouciant, joyeux, euh, spontané, etc. Donc, c'était ma peur la plus profonde. Quand j'ai fait un protocole sur les peurs en hypnose, c'est ça qui est ressorti. Quelle était ma peur la plus profonde? Je me suis dit, ça va être quoi? Je vais avoir peur du vide, je vais avoir peur de tomber, de me faire horriblement mal. Et non, et là j'ai vu un petit garçon souriant, un sourire comme ça, c'était moi plus petit, qui disait, ta plus grande peur, c'est de ne pas arriver à être moi à nouveau. Voilà. Et j'ai ressenti tellement d'amour, j'en ai eu les larmes aux yeux, et ça m'a profondément touché. Et en fait, le détachement, c'est la déshumanisation, hein, c'est ne plus être humain. Donc, je pense que c'est important de ne pas aller dans les extrêmes, ni de l'attachement, et ni du détachement. Et dans tout, je pense qu'il faut savoir trouver un équilibre. Voilà, parce que le détachement, c'est l'éloignement de soi, d'une partie de soi, c'est se couper d'une partie de soi. Alors que l'objectif, au contraire, c'est d'être soi, c'est de s'incarner, c'est d'être dans la chair, dans la matière, dans l'énergie et dans la conscience. Donc l'ego, c'est votre survie. L'ego, il vous protège. C'est celui qui vous dit quand vous êtes au 5e ou au 10e étage, là, au bord de la rambarde, qui vous fait un frisson dans le corps et qui vous dit recule. Quand je fais de la chasse sous-marine, en tout cas je fais de la plongée, je descends à 20 mètres de profondeur, c'est lui qui me répète en permanence dans ma tête, remonte, remonte, qu'est-ce que tu fais? Remonte à la surface. Voilà, donc c'est la protection, c'est la survie, donc il ne faut pas tuer cette partie de soi, il faut un équilibre. Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, a vraiment imagé ça entre le chameau, le lion, chameau qui devient lion et qui devient enfant.
Et en fait, il parlait de l'extrême quelque part. C'est-à-dire que lui, il parle de l'ego, hein, qui est vraiment dans le chameau. Hein, il dit dans Ainsi Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra, je vais vous enseigner le surhomme. Et le surhomme, c'est très métaphorique, parce que le monde dans lequel il vivait n'était pas encore ouvert autant à la spiritualité, mais pourtant il parlait quand même du surhomme. Et si vous lisez ce livre-là de Nietzsche, qui est un casse-tête, hein, parce que c'est pas un livre que vous pouvez lire comme ça à la volée, il va falloir prendre le temps de lire chaque ligne pour vraiment intégrer chaque ligne de ce livre, et de ce qu'il signifie, de ce qu'il veut dire, mais il parle de cette transition où on passe de l'ego, hein, qui a tout le pouvoir, c'est le chameau, on passe au lion, voilà, au lion qui, là, on est dans l'équilibre. Le lion, c'est vraiment l'équilibre, hein, dans Ainsi parlait Zarathustra, entre l'ego et l'esprit. C'est la prise de conscience qu'on a un esprit, et c'est cet équilibre entre à la fois l'ego et à la fois l'esprit. Hein. Les deux ont le pouvoir sur cette vie-là. Et ensuite, le basculement dans l'enfant, et bien là, c'est quand l'esprit est tout puissant. Et le problème, c'est que là, quand l'esprit est tout puissant, ben, il y a une perte de vie. Il y a une perte de moyens, il y a une perte d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la chair, on n'est plus dans la vie. Et donc, là aussi, il faut trouver un équilibre. Parce que si jamais on est trop dans le spirituel, on n'est plus dans l'incarnation, on n'est plus incarné. Et si on est trop dans la matière, on n'est plus un être spirituel qui s'incarne non plus. Donc, arriver à trouver un juste milieu, et c'est vraiment ça, c'est donc à la fois avoir un ego qui est présent, qui gère votre survie, et à la fois avoir un esprit qui est intuitif, qui est connecté au tout, à la fois qui vous donne le chemin et la voie, et qui vous dit voilà, la voie c'est ça, et c'est votre esprit qui vous donnera la voie, pas votre ego. Votre ego vous aidera à accomplir la voie, et vous aidera à mettre des choses en place pour aller sur le chemin. Voilà, et votre esprit vous donnera la voie, elle vous dira c'est ça le chemin. Voilà, et vous allez le ressentir, et vous sentirez que c'est juste et que c'est bon. Et votre ego va vous permettre après de faire le travail, de vous protéger, de vivre, et d'aller chercher des plaisirs du quotidien et de la vie. Là où l'esprit, lui, tout seul, vous emmènerait à vous dire bah, je me contente de tout et c'est bien comme ça. Voilà, donc non, je pense qu'il ne faut pas tuer l'ego, Patricia. Alors ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? Être dans une forme de... Ok. Oh, je comprends mieux beaucoup de choses. D'où les peurs qui viennent quand on n'écoute pas son intuition. Eh ouais, totalement, bien sûr. Puisque l'intuition, c'est le chemin. Et donc, à partir du moment où c'est le chemin, tout à l'heure, je parlais d'un binôme, hein, c'est-à-dire c'est l'être en soi. La foi, c'est l'être en soi. Voilà, et on est un binôme, on est deux personnes. Il y a notre esprit et votre mental. Il y a ces deux entités en une. Donc, une, c'est l'intuition, votre esprit, c'est l'intuition. C'est son canal, c'est par là qu'il vous fait passer de l'info. Si votre ego ne prend pas toute la place, voilà, là, vous ne voyez plus l'intuition, parce que lui, il est là, il est au premier plan, il prend tout. Et l'idée, c'est de les ramener à 50-50, ici. Et comme ça, les deux peuvent s'exprimer. Et là, vous tâtonnez entre les deux. Et vous sentez ces deux parties de vous. Voilà, et les écouter, c'est vraiment vous réaliser, c'est être juste avec vous-même. Christine, bon, déploie tes ailes, tu sais voler. Ok, ça me va ton point de vue, merci, dit Patricia. Voilà, super, je vais vous laisser méditer un petit peu tout ça. Hein. Méditer, ça veut dire observer, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en position de lotus, le dos bien droit, pour arriver à aller dans cette compréhension. C'est juste observer ces questionnements-là. Voilà. Et pour chaque question, faites vraiment ce petit exercice, c'est posez-vous sur un sujet comme ça, dans un moment de calme, où vous êtes dans un bain, dans une douche, dans votre voiture, vous êtes un peu dans votre imaginaire. Voilà. Posez juste une question sur une thématique et vous dites qu'est-ce que j'en pense quoi, de ça. Ça va évoluer comment, j'en pense quoi là, et puis moi, et si j'écoutais que mon intuition, et si j'écoutais que mon esprit, il me dirait quoi? Voilà, si vous avez ces deux parties de vous, essayez de les questionner l'une et l'autre différemment. Voilà, et mon ego, il me dit quoi? Il a peur de quoi, mon ego, finalement? Voilà. Et mon esprit, lui, il veut quoi? Il dit que c'est quoi le chemin? Ok, et ensuite, il faut trouver des compromis, mais c'est quand même, le chemin, c'est le chemin, quoi. D'accord? Faut pas... On négocie pas avec le chemin. On négocie avec son esprit sur comment on va rejoindre le chemin. Ça, oui. Mais on négocie pas avec le chemin. D'accord? Ne pas prendre le chemin, c'est se tromper de chemin. Et se tromper de chemin, c'est se tromper de vie. Et se tromper de vie, c'est mal s'incarner. Donc, voilà.
Je vous invite à partager ce contenu s'il vous a plu, si vraiment ça vous plaît, si ça vous aide dans votre quotidien, partagez-le. Et puis moi, ça me donnera aussi un petit feedback hein, si je vois que vous partagez. C'est vraiment que d'abord ça vous plaît, et ensuite que vous assumez aussi le fait que vous travaillez sur vous et que vous permettez aux autres de travailler sur eux. Voilà. Du coup, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à très vite, à demain, 15 h hein, pour les fidèles. Et puis voilà, partagez et mettez du coup votre petite alarme pour être à l'heure demain. Bon après-midi à tous et à bientôt. Bye bye.